assez rapide puisque c'est pour répondre un petit peu à ce qui se passe en ce moment sur MetaMask et notamment sur les données qui pourraient être collectées en utilisant un nœud qui s'appelle Infura. Aujourd'hui, vous savez que vous avez différents nœuds disponibles pour Ethereum, c'est également le cas aussi pour Bitcoin, mais pour le coup, le nœud par défaut, c'est celui d'Infura qui aujourd'hui est très largement centralisé aux États-Unis et notamment utilisé par les serveurs de chez Amazon. Il y a pas mal de nouvelles qui sont tombées là ces derniers jours, ces dernières semaines, sur des données potentielles qui seraient collectées par les nœuds d'Infura, notamment pour les utilisateurs qui utiliseraient les settings par défaut, donc les options par défaut de l'utilisation de MetaMask. Je vous montrerai justement par la suite comment vous pourrez être amené à les changer et éviter justement les collectes de données qui sont présentes là à l'écran. En l'occurrence, on est capable de récupérer votre adresse IP, on est capable de voir aussi les transactions que vous êtes en train d'effectuer, donc il y a tout un tas de données et d'informations qui sont récupérées aujourd'hui par les personnes qui font fonctionner ce genre de nœud. Je voudrais compléter quand même cette vidéo parce que j'ai trouvé d'autres informations supplémentaires qui pourront être intéressantes pour vous, notamment concernant le choix du RPC. Il y a un autre site qui s'appelle Chainlist que vous avez déjà eu l'occasion de voir à plusieurs reprises sur la chaîne YouTube, qui vous permet de voir en fait l'état de privacy, si vous voulez, de protection de la vie personnelle en fonction des différents nœuds Ethereum. Et donc là, vous voyez que celui d'Anchor, par exemple, est quand même aujourd'hui plutôt intéressant. Bon, il n'a pas de notes à l'heure actuelle, mais il n'est pas dans le rouge. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais choix, entre guillemets. C'est un meilleur choix, je pense, que par exemple celui-ci ou que Flashbot. Flashbot, on en parlera, je pense, dans une autre vidéo parce qu'il y a des choses très complexes à vous expliquer dessus, notamment sur le reorg de certaines transactions au niveau des mineurs. Ça, j'en parlerai plus tard. En tout cas, vous voyez, toutes celles là, tous les RPC qui sont en rouge aujourd'hui, il vaut plutôt mieux les éviter. Donc, notamment le premier qui s'appelle Infura, bien évidemment, vous devez l'éviter. Mais si vous deviez choisir un nœud spécifique pour pouvoir protéger votre vie personnelle sans pour autant avoir des problématiques pour l'utilisation de vos fonds, essayez de plutôt sélectionner en tout cas les nœuds qui là pour le coup sont dans le vert. J'ai pas creusé bien évidemment tous les nœuds, mais en tout cas je trouvais ce site plutôt intéressant parce que justement je recherchais ces informations pour moi-même et je suis tombé là-dessus et je me suis dit bah, pourquoi pas vous le partager. Et aujourd'hui, nous on veut que les personnes elles continuent de venir en Estonie parce que justement on a une fiscalité qui est simple, qui est facile, de l'administration qui est simple et facile. On n'a pas 150 papiers à faire, on sait à peu près comment se positionner, même dans la crypto, c'est relativement clair et c'est relativement simple. Et donc ils veulent absolument rester sur cet aspect-là. Et pour ça, je les félicite parce que du coup c'est hyper agréable de rester à ce niveau-là. Et après, ce qui m'a beaucoup fait rigoler, c'est qu'au moment de partir, elle me dit bah si jamais vous avez besoin, vous m'envoyez un WhatsApp ou un Messenger et puis je vous répondrai quelle que soit la question que vous m'envoyez en fait. Et ça, à aucun moment on pourrait entendre un discours comme ça en France. Les gens ils disent oui, mais en fait c'est parce que c'est sur des plus petites échelles. Oui, effectivement c'est possible, mais je pense qu'il y aura moyen en fait de faire des choses qui soient plus raisonnables et plus cadrées en France, sous condition qu'on en ait envie et que les personnes qui nous dirigent en aient envie. On entend de plus en plus parler de la proof of reserve, donc de la preuve de réserve, en tout cas en termes d'actifs sur les acteurs centralisés. De plus en plus, on a des articles justement qui traitent de ce sujet-là, et notamment cet article-là qui était présent chez Investopedia. Ils expliquent notamment est-ce que la proof of reserve serait été un moyen pour pouvoir éviter les problématiques qu'on a pu avoir avec FTX et sa faillite, hein, pour le coup. Je vous laisserai y jeter un coup d'œil, mais vous vous rendrez compte qu'en réalité, pour moi, c'est un faux débat, c'est une fausse solution que d'utiliser ces proof of reserve. En effet, les crypto-monnaies aujourd'hui, leur principal objectif, c'est d'apporter une résistance à la censure, mais surtout aussi de limiter le risque de contrepartie et d'éviter le risque de contrepartie. En utilisant les entités centralisées, on se rend compte qu'à chaque fois, ça se termine de la même manière, que ce soit pour Celsius, que ce soit pour FTX, que ce soit pour également à l'époque, c'était Cryptopia, tous les hacks qu'on a pu avoir, toutes les entités centralisées ont déjà été hackées ou sont sujets à des hacks potentiels ou à des faillites potentielles. Et l'intérêt des crypto-monnaies de manière générale, c'est justement d'éviter ces risques de contrepartie. Pour moi, de toute façon, tant qu'on n'aura pas compris ça, qu'on n'aura pas compris l'intérêt des crypto-monnaies et éviter encore une fois ce risque de contrepartie, on aura beau rajouter des garde-fous en mettant par exemple le cas de la proof of reserve, ça changera pas le problème, ça changera pas le fait que selon moi, il y aura toujours un manque crucial de transparence auprès des entités centralisées, auprès notamment des investisseurs retail pour le coup, parce qu'on se rend compte que les perdants à chaque fois c'est toujours les mêmes, c'est les petits investisseurs, les derniers à se faire rembourser en cas de faillite c'est toujours les petits investisseurs et les petits dépositaires. Et là dans cette vidéo on va parler ensemble d'un sujet qu'on n'a pas forcément abordé sur la chaîne, qu'on retrouve très peu sur YouTube, pour autant je trouve qu'il est très présent dans la tête des investisseurs crypto, c'est la solitude qu'on peut souvent ressentir quand on fait les choses que 99% des gens finalement ne font pas. Alors c'est valable dans le domaine entrepreneurial, c'est valable si on souhaite atteindre l'indépendance ou la liberté financière, c'est valable quand on est aussi dans l'investissement crypto. En fait on va se dissocier véritablement de la masse et souvent on fait un peu partie des extraterrestres. Domaine, c'est très répandu aujourd'hui, il y a certains noms de domaines comme ceux que je vous ai présentés à l'écran qui se sont vendus quelquefois à des sommes juste complètement folles. Par exemple voice.com, ça a été vendu le 30 mai 2019, je crois que c'était EOS qui l'avait acheté à 30 000
millions, donc juste un nom de domaine spécifique. Tesla.com, ça a été acheté 11 millions. Donc vous voyez en fait qu'il y a tout un tas de noms de domaines différents qui ont été achetés, qui ont pu être acquérir comme ça au fur et à mesure du temps. Certains qui ont été achetés très tôt, vous voyez celui-ci en 2004, celui-ci en 2003, en 2000, et qui n'a pas pour l'instant été revendu. Celui-ci en 1999, donc altavista.com, ça a été acheté 3 250 000 en 1999. Mais tous ces noms de domaine, aujourd'hui quand je vous parle de nom de domaine ou d'URL, c'est quelque chose qui vous parle. Si je vous dis d'aller sur l'URL d'Amazon par exemple, voilà, vous savez très bien que vous allez aller par exemple sur amazon.com ou amazon.fr si vous voulez accéder aux différents services qui sont proposés par cette entreprise. Aujourd'hui, on voit l'intérêt, on voit la finalité qui peut se dégager derrière, les facilités de navigation qui peut exister en utilisant justement ces différentes fonctionnalités-là. Mais à l'époque, quand on a eu la création d'Internet, c'était absolument pas le cas. Quand on vous parlait d'URL, d'acheter tout simplement des noms de domaine, certains ont acheté des noms de domaine pour des bouchées de pain, pour quelques dizaines d'euros à l'époque, voire ça se trouve peut-être même beaucoup moins cher, pour les revendre quelques années plus tard à plusieurs millions. Et sachez que cette possibilité en fait qu'on a pu voir sur Internet au début, c'est en train d'apparaître au fur et à mesure du temps, de plus en plus, ça prend de plus en plus d'ampleur, également dans le domaine des crypto-monnaies. Là, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de comparer les deux moyens les plus connus pour pouvoir aujourd'hui vous procurer des noms de domaine crypto qui sont en réalité des NFT. Et parmi ces deux alternatives, vous avez d'un côté le NS Domain, qui va être plutôt les noms de domaine en .eth que vous pourrez vous procurer. Le second moyen, ça va être plutôt en utilisant le site qui s'appelle Unstoppable Domain, sur lequel vous allez avoir la possibilité d'acheter des noms de domaine en .crypto, .nft, .x, .wallet, etc., etc. Donc là, l'idée, ça va être de comparer les deux. Il y a vraiment des avantages, des inconvénients. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai finalement l'alternative que moi j'utilise le plus et que je préfère, parce que j'ai quand même trouvé des différences assez importantes selon moi, si jamais vous vous intéressez à cette sous-niche de NFT qui, je pense, va continuer de prendre de l'ampleur dans les années à venir. Avant